Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour une leçon consacrée à la fonction logarithme et à la fonction exponentielle. Alors, il y a deux façons de prendre les choses, soit on commence par l'une, soit par l'autre. Donc ici, dans cette leçon, on commencera par parler de la fonction logarithme. Alors, on va rechercher les fonctions qui vérifient f de xy égale f de x plus f de y, d'accord ? Et c'est comme ça qu'on va définir la fonction logarithme. On va vérifier, on va avoir sa dérivée, ses variations, on va parler du log décimal, et ensuite l'exponentielle sera la fonction réciproque du logarithme. On va la dériver, elle aussi a une équation fonctionnelle. On va voir que l'exponentielle est égale à la limite de 1 plus x sur n à la puissance n quand n tend vers plus l'infini. On va la développer en série entière réelle. On va parler du nombre e. On va vérifier que c'est en fait la restriction d'une fonction définie sur C, exponentielle de z, par une série entière, et qui elle aussi vérifie ça. Et au passage, on parlera aussi des fonctions a puissance x égale exponentielle de x ln de a. Et au passage, on cherchera aussi à résoudre l'équation fonctionnelle f de x plus y égale f de x fois f de y, dont est solution l'exponentielle. Et la deuxième façon de faire, mais qu'on ne fait pas dans cette leçon, mais dans une autre, c'est de démarrer par l'exponentielle. Alors, soit démarrer comme ça, en cherchant les fonctions qui vérifient ça, soit démarrer comme ça, et nous, en fait, on a choisi de démarrer comme ça. Voilà. Alors, si on démarre comme ça, on démontre de toute façon les deux autres. Si on démarre comme ça, on démontre aussi les deux autres, et voilà. Et réciproquement. On parlera aussi du nombre E, la dérivée de l'exponentielle, son développement en série entière, son extension à C, et puis la fonction logarithme, du coup, c'est la fonction réciproque de l'exponentielle, et puis sa dérivée 1 sur x, et elle vérifie ça. Le log décimal, évidemment, il faut bien en parler, et puis ça aussi. D'accord ? Et aussi, là, dans cette leçon, eh bien, on va résoudre aussi ces deux équations fonctionnelles. On recherche des fonctions f définies sur une partie D de R qui vérifie l'égalité fonctionnelle f de xy égale f de x plus f de y, quel que soit xy appartenant à D. Si 0 appartient à D, f0 égale f de 0x égale f de 0 plus f de x, me donne f de x est toujours égal à 0, donc f égale à 0. Et ça marche. 0 égale 0 plus 0. On suppose désormais que 0 n'appartient pas à D. On prend par exemple D appartenant à R étoile, le plus grand possible. Donc f de 1, qui est égal à f de 1 fois 1, est égal à f de 1 plus f de 1. Donc f de 1 est égal à 0. 0 égale f de 1 égale f de moins 1 fois moins 1, égale f de moins 1 plus f de moins 1. Donc f de moins 1 est égal à 0. f de moins x est égal à f de moins 1 fois x égale f de moins 1 plus f de x, ça fait 0. Donc f de moins x égale f de x, f est pair, parce que c'est quel que soit x. Bon, le défaut d'être une fonction paire, c'est qu'on ne pourra pas l'inverser. Et donc, on va étudier, en fait, le cas où d est égal à 0 plus infini. Une fois qu'on aura étudié ce cas-là, on ne va pas le faire, mais c'est facile d'en déduire toutes celles qui sont comme ça, qui vérifient ça, sur R. D'accord ? Étoile. R étoile. Alors, on a déjà f de 1. f de 1 qui est égal à 0. Supposons que f soit continu en x0. Et donc x0 est positif. On prend un x positif, on va montrer que f est continu en x. 0 égale f de 1 égale f de x sur x égale f de x plus f de 1 sur x me donne que f de 1 sur x est égal à moins f de x. Bon. Il n'y a pas de problème avec les dénominateurs parce qu'on est sur des nombres strictement positifs. H appartenant à R étoile, f de x plus h moins f de x. Alors évidemment, le h on le prend pour que x plus h soit strictement positif, ce qui est possible puisque x est positif et qu'on va faire tendre h vers 0. Donc ça, je peux l'écrire comme ça, parce que si je multiplie par x, ça fait x0 plus x0h, et si je divise par x0, ça fait x plus h. Donc c'est bon. Et maintenant, je dis que ça, c'est
f de x plus f de 1 sur x0, mais ça fait moins f de x0, plus f de la parenthèse. D'accord? Donc f de x se supprime et il reste ça. x0, alors x0h sur x, il tend vers 0. Donc ce truc-là, ça tend vers x0. Et f est continu en x0. Donc f de ce truc-là, ça tend vers f de x0. Voilà. Donc finalement, f de x plus h moins f de x va tendre vers 0. Voilà. Puisque ce truc-là tend vers 0, bah ça tend vers 0. Et donc ça montre bien que la limite de f de x plus h quand h tend vers 0 est égale à f de x. Donc f est continu en x, quel que soit x. Donc elle est continue là-dessus. Montrons que f est dérivable. Soit x positif, ça existe parce que cette fonction-là et puis f sont continues, donc ça c'est continu. Bon, on dit que f de x et y est égal à f de x plus f de y, et du coup ça me fait ça, plus ça. Bon, bah, ce truc-là, ça fait f de x fois 2 moins 1, c'est-à-dire f de x, et puis ça c'est une constante, somme de 1 à 2 de f de t dt. Donc f de x est égal à ça moins la constante. D'accord? On fait le changement t égale xy dans cette intégrale, donc ça nous fait somme de 1 à 2 de f de t, le dy est égal à dt sur x, et quand y vaut 1, le t vaut x, et quand y vaut 2, il vaut 2x. Donc ça fait, je sors 1 sur x, et ça me fait ça, et donc f de x qui est égal à moins k plus l'intégrale est égal à ça. Et puis ça, je le remplace par ça. Ben ça c'est dérivable, puisque f est continu. La dérivée de ça, c'est 2f de 2x, et ça, c'est f de x. Donc, ça veut dire que f va... oui, c'est dérivable, parce que ça, c'est dérivable, et puis 1 sur x, c'est dérivable. Donc, ça veut dire que f va être dérivable, et c'est exactement ce qu'on voulait. Alors, il me reste à démontrer que f, maintenant, est de la forme x positif donne lambda, cette fameuse intégrale qui va être le logarithme. Résumé, si f est une fonction définie sur 0 plus l'infini à valeur dans R, qui vérifie ça, quel que soit x et y positif, qui est continue en un x0 positif, alors on a vu qu'elle était continue sur l'intervalle grand I, qu'elle était dérivable sur l'intervalle grand I, et évidemment que f de 1 était égal à 0. Montrons qu'il existe lambda appartenant à R, tel que f de x est égal à lambda somme de 1x de 1 sur t dt, quel que soit x appartenant à R. On part de ça. On fixe y et on dérive par rapport à x. On obtient donc y f' de xy est égal à f' de x. Et on prend x égale 1. Donc y f' de y est égal à f' de 1. Qui nous donne donc que f' de y est égal à lambda sur y, quel que soit y positif, où on a posé lambda est égal à f' de 1. Donc f de y moins f de 1 va être égal à la somme de 1 à y de lambda sur t dt, puisque lambda sur t c'est continu bien sûr, ça s'intègre pour y positif. Et donc on obtient que, alors en plus on sait que f de 1 est égal à 0, donc on obtient bien que f de y égale somme de 1 à y de lambda sur... Alors lambda je peux le sortir, lambda somme de 1 à y de 1 sur t dt, quel que soit y positif. Bon, je remplace y par x pour faire plus joli, et donc ça me fait ça. D'accord? Et j'ai bien f' de x qui est égal à lambda sur x, quel que soit x positif. Bon, j'ai bien tout ce que je voulais avoir. Si lambda appartient à R et que f est une application comme ça, eh bien, il est évident que, puisque 1 sur t est continu, j'obtiens ici une fonction qui est continue, dérivable, et dont la dérivée d'ailleurs est égale à lambda sur x. Montrons, il ne reste plus qu'à montrer qu'elle vérifie bien ça, quel que soit xy appartenant à i, on fixe y positif. Et on prend la fonction qui a x positif, associe tout ça. On va vous montrer que ça fait 0. G' de x est égal, en fait on refait à peu près la même chose. G' de x est égal à y f' de xy, ça je peux le faire parce que je sais,
hein, soit f, cette fonction-là, bah, je sais qu'elle est continue et dérivable, donc j'ai le droit de dériver. Moins f' de x, puis là, ça c'est une constante puisque j'ai fixé y. Donc ça me fait que g' de x est égal à y. Alors c'est quoi f' de xy? Bah, f' de x c'est lambda sur x, donc ça fait lambda sur xy, moins lambda sur x. Et ça simplifie, ça fait 0. Donc la fonction g est constante. G de 1 est égal à quoi? G de 1 est égal à f de y moins f de 1 moins f de y égale 0. Donc g est nul sur i, quel que soit y positif. Donc ça veut dire, g c'était ça, que f de xy est égal à f de x plus f de y, quel que soit xy. Donc en fait, on vient de voir que les fonctions qui définies sur 0 plus l'infini, qui sont continues en un point, sont continues dérivables sur i, et on a vu que ce sont exactement les fonctions qui à x positif associent lambda somme de 1 à x de 1 sur t dt. C'est-à-dire ces fonctions-là sont comme ça, et ces fonctions-là sont comme ça. Pour lambda égale 1, on obtient une fonction qu'on appelle le logarithme népérien, du nom du mathématicien Népère. Définition de la fonction logarithme népérien, c'est donc la fonction ln, hein, qui à x positif associe somme de 1 à x de 1 sur t dt, puisqu'on a pris lambda égale 1. On sait qu'elle est continue, dérivable, que ln de 1 est égal à 0 et que elle vérifie, puisqu'on l'a démontré avant, ln de xy égale ln de x plus ln de y, quel que soit xy positif. Sa dérivée, ben, c'est évidemment 1 sur x. On va montrer, c'est très rapide, qu'elle est c infini sur i, strictement croissante sur i, et que ln de 1 sur x égale moins ln de x, quel que soit x appartenant à i. La dérivée, c'est 1 sur x, qui est positive. Alors, c'est 1 sur x. La fonction 1 sur x, une fonction, c'est c infini sur i. Donc, ln va être c infini sur i. f' de x égale 1 sur x positif sur i. Donc, f est strictement croissante sur i. Et enfin, quel que soit x positif, ln de x plus ln de 1 sur x, c'est ln de x fois 1 sur x, hein, puisque elle vérifie ça. D'accord? Et ça fait ln de 1 et qui fait 0. Hein. C'est évident que ça fait 0. Hein. Ici, comme somme de 1 à 1. Donc, ln de 1 sur x va être égal à moins ln de x, quel que soit x. Propriété, quel que soit x positif et quel que soit alpha appartenant à q, ln de x à la puissance alpha est égal à alpha ln de x. D'abord, on peut remarquer que si alpha appartient à q, x puissance alpha, on dira ce que c'est après, il est strictement positif, exactement comme x. Hein. Donc, c'est légitime d'écrire ça. Démonstration. Remarquons que x puissance alpha est défini sans avoir besoin de la fonction exponentielle. Oui, c'est quand alpha appartient à R qu'on a besoin de la fonction exponentielle. Qu'on n'a pas, pour le moment on ne l'a pas. Hein. Mais là, alpha appartient à Q. Pour n appartenant à n, on a, je rappelle, il y a un chapitre qui est fait là-dessus. Comment on définit x puissance n? Par x puissance 0 égale 1 et x puissance n plus 1 égale x fois xn, relation de récurrence. Quand n est un entier relatif négatif, bon, il est l'opposé d'un positif, x puissance moins n, donc n appartenant à n, c'est 1 sur x puissance n. D'accord? Et pour in appartenant à n étoile, c'est quoi x puissance 1 sur n? C'est l'unique y tel que y puissance n est égal à x. Alors ça vient du fait que cette fonction-là est une bijection. Donc, enfin, si alpha appartient à Q de représentant P sur Q, alors P appartient à Z et puis P appartient à Z et Q appartient à n étoile, bien, x puissance alpha est égal à x puissance P à la puissance 1 sur Q, et on montre que c'est égal à x puissance 1 sur Q à la puissance P. Et c'est indépendant aussi, on montre que c'est indépendant du représentant P sur Q. Voilà, tout cela est traité dans un chapitre. Donc je ne reviens pas là-dessus. Donc on va d'abord attaquer le cas alpha égale n, entier naturel.
par récurrence sur n, si n égale 0, x puissance 0 égale 1, ln de x puissance 0 égale ln de 1 égale 0, qui fait bien 0 ln de x. Supposons que c'est vrai à l'ordre n, donc ln de xn plus 1, ben je dis que xn plus 1 c'est x puissance n multiplié par x, donc ça va faire ln de x puissance n plus ln de x. Là j'ai supposé que ln de x puissance n c'est n ln de x plus ln de x égale n plus 1 ln de x, donc la propriété est héréditaire, d'après le théorème de récurrence. On a ça, quel que soit n appartenant à n, quel que soit x positif. Maintenant, si alpha est égal à moins n ou n appartient à une étoile, x puissance moins n est égal à 1 sur x puissance n, ça pourrait être n appartenant à n d'ailleurs. Donc ln de x puissance moins n est égal à moins ln de x à la puissance n, c'est-à-dire moins n ln de x. D'accord? Donc finalement, j'ai ça, quel que soit n appartenant à n, c'est-à-dire quel que soit un entier positif, et j'ai ça, hein, et donc moins n c'est un entier négatif. Donc je vois que ln de x puissance n est égal à n ln de x, quel que soit n appartenant à n. Alors maintenant, si alpha est égal à 1 sur n, n appartenant à une étoile, ben je dois avoir ça. Donc je dois avoir n ln de x à la puissance 1 sur n, qui est égal à ln de x. D'accord? Donc ln de x à la puissance 1 sur n égale 1 sur n ln de x. Donc je vois que la relation, là, il suffit de mettre alpha égale a sur n, elle est vraie. Maintenant, si je prends alpha égale p sur q, donc p appartient à z et q appartient à n, ln de x puissance p sur q, c'est ln de x puissance p à la puissance 1 sur q. Donc je viens de démontrer que c'est 1 sur q ln de x puissance p, mais ln de x puissance p, c'est p ln de x. Donc ça fait p sur q, c'est-à-dire alpha ln de x, quel que soit alpha appartenant à q, d'où le résultat. On va démontrer maintenant que limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Et ça sera juste après ça, limite de ln de x quand x tend vers 0 plus égale moins l'infini. Juste après, parce que je n'ai pas assez de place. Donc démonstration du petit 1, a supérieur à... Alors d'abord j'ai le tableau de variation, d'accord? Soit a supérieur à 1, donc j'aurai ln de a qui sera positif, puisque f est croissant strictement. Limite de ln de a puissance n quand n tend vers plus l'infini, c'est limite de n ln de a. Mais ln de a est supérieur à 0, donc en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc je traduis ça en disant que quel que soit a positif, c'est pas quel que soit a négatif, c'est quel que soit a positif, il existe n appartenant à n, tel que n supérieur ou égal à n implique que limite de a puissance n est supérieure à a. Donc, en particulier, si petit n est égal à grand n. Alors maintenant, si je prends x supérieur ou égal à a puissance n, ln de x va être supérieur ou égal à ln de a puissance n, puisque ln est croissante, et donc va être supérieur à grand A. Donc, quel que soit a positif, j'ai trouvé b. Alors b, c'est a puissance n. Tel que x supérieur ou égal à b implique que ln de x est supérieur à a. Et ça se traduit en disant que limite de ln de x en plus l'infini est égale à plus l'infini. La deuxième limite, ln de x est égal à moins ln de 1 sur x. La limite de 1 sur x en 0 plus, c'est plus l'infini. La limite de ln, c'est donc plus l'infini. Comme il y a un moins devant, ça fait moins l'infini. J'ai donc ce tableau de variation. On peut préciser la tangente en 1, qui est égale à 1 sur... Alors c'est 1 sur x, mais avec x égale 1, donc ça fait 1. Donc l'équation de la tangente, c'est y égale x moins 1. On remarque que la dérivée seconde est moins 1 sur x2 négatif, donc ln est concave. Donc la courbe est sous la tangente, d'accord? Là, il y a une asymptote, hein, y égale 0 en 0 plus, puisque la limite est égale à moins l'infini. Bon, ça, on peut le vérifier aussi facilement en étudiant g de x égale ln de x moins 1. La dérivée est égale à ça, et 1 moins x est positif, puis négatif. Donc, croissant, décroissant, le maximum c'est 0. Donc g de x est inférieur ou égal à 0, quel que soit x. Donc ln de x est inférieur ou égal à x moins 1, quel que soit x. C'est bien ça, d'accord? Elle est dessous. Égalité en x égale 1.
Ln réalise, ça c'est le tableau de variation, une bijection de R plus étoile vers R, une bijection continue, sa réciproque, qu'on appellera l'exponentielle, sera elle aussi continue. Donc on a affaire à un homéomorphisme de R plus étoile vers R. Comme ln de xy égale ln de x plus ln de y, quel que soit xy positif, eh bien on a même un isomorphisme du groupe R plus étoile multiplié vers le groupe R+. Alors maintenant, il y a deux limites égales à 0, toutes les deux, une en plus l'infini, une en 0 plus. En plus l'infini, on prend x supérieur à 1. On a ça, bon ça c'est évident, on met au carré pour le voir. X est inférieur à x2, alors ça vous allez me dire, c'est pas évident. Si, parce qu'on factorise x2 moins x qui fait x facteur de x moins 1. Et donc on voit que c'est positif. Donc on a cette inégalité, et ça on sait l'intégrer. Ça s'intègre comme ça. Et donc on voit que c'est 2 racines de x moins 2, c'est inférieur ou égal à 2 racines de x. Donc en fait on a ça. Et donc on va avoir, en divisant par x, 0 inférieur à ln de x sur x inférieur à 2 racines de x sur x, c'est-à-dire 2 sur racine de x. Mais racine de x tend vers plus l'infini, donc ça tend vers 0. Théorème de gendarme, et on obtient que la limite de ln de x sur x en plus l'infini égale 0. Alors, pour x positif, x ln de x est égal à moins ln de 1 sur x, parce que ça fait moins ln de x, avec le moins, ça fait ln de x, sur 1 sur x. 1 sur 1 sur x, ça fait bien x. Mais ce 1 sur x, quand x tend vers 0 plus, il tend vers plus l'infini. D'accord, ce 1 sur x, c'est celui-là. Et la limite de ln de x sur grand x, c'est pas le même x, c'est grand x, c'est égal à 0, d'après ce qu'on vient de voir. Donc la limite de x ln de x, quand x tend vers 0 plus, sera égale à 0 aussi. Propriété pour alpha, un nombre rationnel strictement positif, ou pour n appartenant à n étoile, bien limite de ln de x sur x puissance alpha quand x tend vers plus infini égale 0, limite de x puissance alpha ln de x en 0 plus égale 0, limite de ln de x sur x puissance n est égale à 0, bah oui, parce que ça marche pour alpha, donc ça va marcher pour n. Et là, pareil, limite de x puissance n ln de x en 0 plus égale 0. Démonstration, ln de x sur x puissance alpha, c'est alpha ln de x sur alpha x puissance alpha. Donc ça fait ln de x puissance alpha sur x puissance alpha fois 1 sur alpha. Limite de x puissance alpha quand x tend vers plus infini est égal à plus l'infini. Donc c'est du ln de grand x sur grand x avec grand x qui tend vers plus l'infini, on sait que ça fait 0. Multiplié par 1 sur alpha, ça ne change rien, donc la limite est égale à 0. X puissance alpha ln de x, ça peut s'écrire moins ln de 1 sur x divisé par 1 sur x à la puissance alpha. Le 1 sur x tend vers plus l'infini quand x tend vers 0 plus. Les limites de ln de grand x sur x puissance alpha quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Et donc c'est pas le moins qui va changer quelque chose. Et donc on obtient bien que la limite de x puissance alpha ln de x en 0 est égale à 0. La limite de ln de 1 plus x sur x en 0 est égale à 1. Démonstration. En 0, on a le droit de le prendre, parce que 1 plus x est supérieur à 0. Donc on prend un x supérieur à moins 1, puis on fait tendre vers 0. ln prime en 1, ça fait 0, donc cette limite-là est égale, par définition du nombre dérivé, la limite en 1, elle n'est pas égale à 0, elle est égale à l'erreur. Donc la limite ici, elle est égale à 1. Donc, et comme ln de 1, ça fait 0, ça nous fait ça. D'accord? Pour x supérieur à moins 1, x sur 1 plus x inférieur ou égal à ln de 1 plus x inférieur ou égal à x. Alors, on va démontrer ça. C'est un encadrement, on peut le retenir. Si x est supérieur à moins 1, bien sûr, eh bien, on a la fonction u, on étudie la différence. Et puis là, on a une fonction v qui étudie aussi la différence. Le prime de x, c'est 1 sur x plus 1 moins 1 sur x plus 1, ça se supprime. Et puis là, je dérive donc ça fait plus x sur x plus 1 carré. Donc ça fait x sur x plus 1 carré. Quand x est négatif, c'est négatif. Et donc là, c'est positif. Et donc décroissant, croissant. En 0,
Ça vaut ln de 1 moins 0. Ça vaut 0. Donc ça montre que u de x est positif, quel que soit x supérieur à moins 1. Et donc x, donc comme ça c'est positif, ça veut dire que ln est le plus grand. Donc x sur x plus 1 est inférieur ou égal à ln de 1 plus x. Maintenant on prend v de x égale ln de 1 plus x moins x, on aurait pu prendre x moins ln de 1 plus x d'ailleurs. Bon, peu importe. V' c'est ça, donc ça fait moins x sur x plus 1. Bah, c'est positif, négatif, ici c'est nul, et puis en 0 en plus ça prend la valeur 0 encore. Et là du coup c'est négatif V. Donc comme il est négatif quel que soit x supérieur à moins 1, V c'était ça, négatif c'est x le plus grand. Donc on a ça. D'où le résultat. On remarque que ça va permettre de retrouver que limite de ln de 1 plus x sur x quand x tend vers 0 est égal à 1. En effet, si x est supérieur à 0, ben on divise ça par x des deux côtés, donc ça fait 1 sur x plus 1. Alors 1 sur x plus 1 quand x tend vers 0, ça tend vers 1. Inférieur ou égal à ln de 1 plus x sur x, inférieur ou égal à 1. Donc comme ça tend vers 1. Théorème des gendarmes, limite de ln de 1 plus x quand x tend vers 0 plus, sur x, pardon, est égal à 1. Alors maintenant, si x est négatif, il va être comme ça. Ben, je divise par x négatif, ça va changer le sens de l'inégalité, mais ça ne change rien au problème, parce que x tend vers 0, un 0 moins, certes, mais ça tend vers 1. Théorème des gendarmes, donc nous dit que ça tend vers 1. Donc finalement, la limite de ln on retrouve que la limite de ln de 1 plus x sur x quand x tend vers 0 est égale à 1. Un mot rapide, très rapide même, sur le logarithme de base a. A est un réel supérieur à 1. Log de a, c'est la fonction qui a x positif, associe lambda somme de 0 à x de 1 sur t dt, donc lambda ln de x, tel que log a de a est égal à 1. Autrement dit, lambda va être égal à 1 sur ln de a. D'accord? Positif. Alors, le logarithme décimal, c'est le cas a égale 10. À ce moment-là, on a log 10 de x qui est égal à 1 sur ln de 10, ln de x. Puisque log 10 de x, c'est lambda ln de x. D'accord? Mais le lambda, c'est 1 sur ln de 10, donc ça nous fait bien ça. Alors c'est la seule fonction, évidemment, continue en a, continue en un point, j'aurais pu dire, vérifiant log de xy égale log de x plus log de y, quel que soit xy positif, et log de et vérifiant aussi log de a égale 1. Voilà, ça vient de l'étude qu'on a faite avant. Allez, évidemment, c'est infini, puisque c'est lambda fois ln, et possède toutes les propriétés de ln, notamment, on a ça. Quel que soit x positif, il existe un unique alpha appartenant à R, tel que x égale 10 puissance alpha. Bon, bah, évidemment, puisqu'on passe au logarithme nectarien, ça donne ln de x égale alpha ln de 10. Donc ça fait alpha égale ln de x sur ln de 10 égale log de x. Donc ce alpha, c'est le logarithme de x. Donc quand on dit logarithme d'un nombre, eh bien le résultat, c'est le logarithme d'un nombre x, eh bien c'est le nombre y tel que x égale 10 puissance y. Quel que soit x positif, quel que soit alpha appartenant à R, log de x puissance alpha, c'est ln de x puissance alpha sur ln de 10, égale alpha ln de x sur ln de 10, égale alpha log de 10. Alors maintenant, comment est-ce qu'on construisait, parce qu'on ne fait plus, les tables de logarithme à la main? Eh bien, on part de 1 supérieur à 1, voisin de 1,1. Alors là, j'ai pris en fait comme sur Wikipédia, 1,01. Mais autrefois, il prenait plus précis que ça, 1,001. Alors on imagine les milliers de calculs, enfin passons, et on calcule les puissances de ça. C'est une suite croissante jusqu'à obtenir un nombre supérieur à 10, et on constate après calcul
que je n'ai pas fait. On constate qu'on a ça. Et puis on fait une petite interpolation en se disant qu'on passe de là à là en rajoutant 0,1 et que nous on veut aller à 10. Pour aller de là à 10, c'est 0,41. Donc on va se dire que le 10 ici c'est un 1,01 à la puissance x et que ce x c'est 231 plus 0,041 sur 0,1, ce qui nous donne 231,41. Donc 10 égale 1,01 à la puissance 231,41. D'accord? Ce qui... voilà. Donc 231,41 log de 1,01 est égal à log de 10 égale 1, c'est-à-dire que le log de ça va être égal à 1 sur ça, qui donne à peu près ça. Donc le log de n'importe quelle puissance de 1,01, alors n'importe lequel, là on est allé que jusqu'à 231, donc on va dire ça, pour ça, va être égal à P log de 1,01. Alors si je veux avoir un log décimal de 2, ben, je peux remarquer que le 2 il était entre 1,01 à la puissance 69 et 1,01 à la puissance 70. Alors pour aller, ça c'était à peu près égal à ça, ça à peu près égal à ça, là on rajoute ça, d'accord? Et donc ça fait ça. Et puis pour aller entre 2 et puis ce truc-là, il y a ça. Donc on fait une interpolation. 2 est égal à 1,01 à la puissance x, et le x c'est 69 plus cette fois-ci ça. Ce qui fait 69,66. Donc log de 2 va être égal évidemment à x log de 1,01, d'accord? Et le x c'est à peu près 69,66, et le log de 1,01, je l'ai mis tout à l'heure, j'ai déjà oublié, c'est lui. D'accord? Donc je divise par 231,41 et je trouve à peu près 0,30102, ce qui est bien, très bien quand on prend à la calculatrice. Nous passons maintenant à la fonction exponentielle, qui est définie comme étant la fonction réciproque de la fonction logarithme. On la note, cette fonction exponentielle, pour le moment, provisoirement, EXP. Comme la fonction logarithme était une bijection croissante, la fonction réciproque exponentielle, définie sur R, à valeur dans 0 plus infini, alors ça est aussi une fonction continue, est aussi une bijection croissante. Bon, je rappelle que fonction réciproque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à t appartenant à R, elle associe l'unique x positif tel que t est égal à ln de x. Bon, comme ln est continue, cours d'analyse, on sait que la réciproque est continue. On sait aussi que ce tableau de variation implique celui-là et que du fait qu'on a ces limites-là, eh bien, on va avoir ces limites-là. À savoir... oui, du fait qu'on a ces limites-là. On a celle-là, donc limite d'exponentielle de x en plus l'infini est égale à plus l'infini, et en moins l'infini est égal à 0. Voilà, donc ça montre notamment que exponentielle x est toujours positif, quel que soit x appartenant à R. Par ailleurs, on sait exponentielle 0 est égal à 1, puisque ln de 1 est égal à 0. Si x appartient à R et que y appartient à 0 plus l'infini, on a cette équivalence comme avec n'importe quelle fonction réciproque. On a donc l'exponentielle de ln de x qui est égale à x quel que soit x positif, et ln d'exponentielle x qui est égal à x quel que soit x appartenant à R. En effet, si je pose t égale ln de x, ben, ça devient exponentielle t, et comme on a ça, ça fait x. Et là, si je pose t égale exponentielle x, qui est positif, j'ai le droit de prendre le logarithme, eh bien, ln de y va être égal à x. L'exponentielle est dérivable, et sa dérivée c'est elle-même, démonstration. ln est dérivable, et la dérivée n'est jamais nulle. Donc exponentielle est dérivable sur R, et c'est donné par la formule 1 sur la fonction réciproque en exponentielle de x. Donc, non, la fonction de départ, je veux dire ln, en
exponentielle x. Donc la dérivée de ln c'est 1 sur x, bah, ici 1 sur exponentielle x, 1 sur 1 sur exponentielle x, ça fait exponentielle x. Oui, la formule c'est f' en f-1 de x. Quel que soit x appartenant à R, donc la dérivée c'est elle-même. Du coup, exponentielle et c infini, et la dérivée énième est égale à elle-même, donc c'est une simple récurrence. C'est vrai en 0, puisqu'exponentielle à l'ordre 0 c'est exponentielle. Supposons que ce soit vrai à l'ordre n. On a ça, et cette fonction-là est dérivable, donc celle-là va l'être, et donc on va avoir ça, d'où l'hérédité d'après le théorème de récurrence, c'est toujours vrai. Remarque, exponentielle est dérivable et exponentielle, sa dérivée est égale à elle-même, et ça on sait que c'est positif, ça permet de retrouver, mais on le savait déjà, qu'exponentielle x est strictement croissante sur R. Pour les réels x, y, on a exponentielle de x plus y égale exponentielle x multiplié par exponentielle y. Exponentielle moins x égale 1 sur exponentielle x. Et exponentielle x moins y égale exponentielle x divisé par exponentielle y. Démonstration, je pose u égale exponentielle x qui est positif, v égale exponentielle y qui est positif. ln de u, v est égal à ln de u plus ln de v et fait donc x plus y. Bah, ça veut dire que uv est égal à exponentielle, hein, puisque uv est positif, ça veut dire que uv est égal à exponentielle de x plus y. Et uv c'est quoi? C'est exponentielle x, exponentielle y. La deuxième, exponentielle x moins x, c'est exponentielle x plus moins x, donc c'est exponentielle, et c'est exponentielle 0 bien sûr qui fait 1. Donc ça veut dire que exponentielle x multiplié par exponentielle moins x fait 1. Comme exponentielle x est différent de 0, exponentielle moins x égale 1 sur exponentielle x. Exponentielle x moins y, c'est exponentielle de x plus moins y, donc c'est exponentielle x exponentielle moins y égale à exponentielle x sur exponentielle y. La limite d'exponentielle x moins 1 sur x quand x tend vers 0 est égale à 1. La démonstration c'est évident, hein, exponentielle x moins 1 sur x, c'est pareil qu'exponentielle x moins exponentielle 0, hein, parce que ça fait 1 sur x moins 0. Ça tend vers la dérivée de l'exponentielle en 0, c'est-à-dire exponentielle 0 égale 1. Quel que soit x appartenant à R, exponentielle x supérieure ou égale à 1 plus x, bon, on pourrait le démontrer en étudiant la fonction exponentielle x moins 1 moins x. Mais on peut aussi dire que pour x inférieur ou égal à moins 1, c'est évident, parce qu'à ce moment-là, ça c'est négatif alors que ça c'est positif. Et que si x est supérieur à moins 1, on a vu que ln de 1 plus x est inférieur ou égal à x. Donc en prenant, comme l'exponentielle est croissante, l'exponentielle de ce truc-là va être inférieur ou égal à exponentielle x. Et donc 1 plus x va être plus petit qu'exponentielle. Donc c'est bon. Voilà. Notons aussi que la tangente... Alors, j'ai fait le dessin là. Comment est-ce que... C1, c'est la courbe de l'exponentielle, C2 du logarithme. Donc ça, on connaissait déjà. Ça, c'est la droite y égale x. Comme ce sont deux fonctions réciproques, on sait que leurs courbes sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. D'accord ? Alors, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, exponentielle x est plus grand que x, et même plus grand que 1 plus x. D'accord ? Ça, on l'avait déjà vu, hein, que la fonction logarithme était plus petite que x moins 1. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Eh bien, notons aussi que la tangente à C1 en 0, elle est donnée par y égale la dérivée en 0 facteur de x moins 0 plus exponentielle 0. Ça fait donc y égale x plus 1. Oui, ce que je voulais dire, c'est y égale x plus 1. Et donc, là, en plus, comme l'exponentielle, hein, j'aurais pu le noter quelque part, mais l'exponentielle, si on la dérive deux fois, c'est l'exponentielle, hein, qui est positif. Donc, la fonction exponentielle, hein, c'est une fonction convexe. Exponentielle et convexe. Donc, elle est au-dessus de sa tangente. D'accord ? Voilà. Donc, ça fait une raison de plus pour avoir exponentielle x supérieure ou égale à 1 plus x. Bon, passons à autre chose, le nombre e.
par définition, ça sera exponentielle de 1. Unique réelle positive telle que ln de e est égal à 1. Dans un chapitre, on démontrera que e est irrationnel et transcendant, c'est-à-dire qu'il n'est pas solution d'une équation avec de degrés supérieurs ou égal à 1, avec des coefficients entiers ou même des coefficients rationnels. Quel que soit alpha appartenant à Q, exponentielle de alpha est égale à E puissance alpha. Démonstration, ln de E puissance alpha, c'est alpha ln de E. Donc alpha fois 1 égale alpha. Donc ça veut dire que E puissance alpha est égal à exponentielle de alpha. Ça, j'ai le droit de le faire parce qu'on a vu avec le logarithme que ln de A puissance alpha est égal à alpha ln de 1, quel que soit A positif. Donc, j'ai bien ça. Si alpha n'est pas... Qu'arrive-t-il si alpha n'est pas un nombre rationnel? Mais comme Q est dense dans R, il existe une suite de rationnels qui tend vers alpha. L'exponentielle est continue, donc l'exponentielle de alpha n tend vers exponentielle alpha. Mais comme alpha n appartient à Q, exponentielle de alpha n égale E puissance alpha. Donc la limite de E puissance alpha n est égale, E puissance alpha n est égale à exponentielle de alpha. Comme alpha n tend vers alpha, on a envie d'écrire exponentielle alpha égale E puissance alpha. Et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, définition, au lieu d'écrire exponentielle de x, mais ça nous arrivera quand même souvent d'écrire comme ça, eh bien on écrira E puissance x. Mais là, il faut bien comprendre que c'est une définition. Parce que pour un nombre positif, A puissance x, quand x est réel, ben, ce n'était pas défini pour le moment. D'accord? Voilà, donc on a ainsi la fonction exponentielle qui à x appartient à r, à ceci, E puissance x. Un oubli que j'expédie très rapidement, la fonction exponentielle est convexe parce que sa dérivée seconde est égale à elle-même, donc strictement positive. La conséquence, c'est que notamment que la courbe est au-dessus, on l'avait déjà vu, de sa tangente en 0. Pour tout n appartenant à grand n, la limite d'exponentielle x sur x puissance n en plus l'infini est égale à plus l'infini. La limite d'x puissance n exponentielle moins x en plus l'infini est égale à 0. En particulier, si n est égal à 1, la limite d'exponentielle x sur x en plus l'infini est égale à plus l'infini. La limite d'exponentielle moins x en plus l'infini est égale à 0. Démonstration, bon, tout ça c'est évident si n est égal à 0. Sinon, pour n appartenant à n étoile, ln d'exponentielle x sur x puissance n, c'est ln d'exponentielle x moins ln de x puissance n, ça fait donc x moins n ln de x, et je factorise par x. ln de x sur x en plus l'infini, ça tend vers 0, donc la parenthèse tend vers 1, et x tend vers plus l'infini. Donc la limite, c'est bien plus l'infini. Donc cette limite-là est égale à plus l'infini. On a vu que ln de x est inférieur à x, quel que soit x positif, donc ça, c'est inférieur à ça. D'accord? Et comme ça tend vers plus l'infini, on en déduit que l'autre tend vers plus l'infini. X puissance n exponentielle moins x, c'est x puissance n sur exponentielle x, donc l'inverse d'exponentielle x sur x puissance n. Et comme cette limite-là fait plus l'infini, c'est 1 sur plus l'infini égale 0. Conséquence, on a limite d'x puissance n exponentielle x en moins l'infini qui vaut 0. Bah oui, il suffit de faire le changement de variable t égale moins x. Limite de t quand x tend vers moins l'infini est égal à plus l'infini. X puissance n exponentielle x en valeur absolue c'est égal à ça, donc à ça. La limite de ça quand t tend vers plus l'infini c'est 0, donc la limite de l'autre fait 0. Un oubli évident, quel que soit x et y appartenant à R, exponentielle x plus y est égal à exponentielle x exponentielle y. Exponentielle moins x égale 1 sur exponentielle x. Exponentielle x moins y est égal à exponentielle x sur exponentielle y. Tout a été démontré, mais simplement on écrivait exp au lieu de e puissance. On a aussi envie d'avoir e puissance x, enfin exponentielle x à la puissance y,
égale exponentielle de xy. Et on l'aura d'ailleurs bientôt, quel que soit xy appartenant à R. Le problème ici, à ce stade, c'est qu'exponentielle x, c'est un nombre réel. Et un nombre réel à la puissance, un nombre réel, pour le moment, on n'en a pas entendu parler. Théorème, la série réelle, somme des xn sur factoriel n, est convergente, quel que soit x appartenant à R, et sa somme est égale à l'exponentielle x. Donc on voit que là, c'est un résultat très très important qui permettrait de définir l'exponentielle sans le logarithme d'ailleurs. Démonstration, on fixe x appartenant à R actuel pour x égale 0, ça c'est évident, hein, parce que tout est égal à 0, sauf le premier qui vaut 1, et comme là c'est 1, pas de problème. Taylor-Lagrange en 0 nous dit qu'il existe Cn appartenant à 0x ou à x0, suivant que x est positif ou négatif, tel que l'on met ça, où Rn est le reste de Lagrange égale à x puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1, exponentielle n plus 1 en un certain Cn qui appartient donc à ça. Mais la dérivée im d'exponentielle, c'est toujours l'exponentielle. Donc en 0, ça fait 1. Donc tout ça, ça devient une somme d'x puissance k sur factoriel k. C'est tout, parce que ça veut 1. Donc quand je l'envoie de l'autre côté, j'ai valeur absolue de 5 est égale à valeur absolue de Rn de x. Et Rn de x, lui, les x puis ses valeurs absolues, ça va être inférieur ou égal à valeur absolue de x à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1, et ce truc-là, c'est, valeur absolue de Cn est inférieure ou égale à x, hein, dans les deux cas, et donc Rn de x va être inférieur ou égal à valeur absolue de x à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1, exponentielle de valeur absolue de x, puisque l'exponentielle est croissante. D'accord? Alors maintenant, j'applique D'Alembert avec ce truc-là. Un plus 1 sur un va être égal à valeur absolue de x sur n plus 2. Oui, alors en fait, je vais appeler un plus 1 ça, donc en fait, je devrais mettre n plus 1 ici. Voilà. Et ça, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, ça veut nous dire quoi ça? Ça implique que puisque cette série de termes générales, somme des un, ça implique que somme des un est convergente. Et donc ça implique que le terme général un de x tend vers 0. Et donc, valeur absolue de Rn de x, qui est plus petit que lui, va tendre aussi vers 0. Et donc, ça tend vers 0. Et ça veut dire exactement comme somme de 0 à plus l'infini de x puissance n sur factoriel n est convergente de limite exponentielle x, quel que soit x différent de 0. Pas quel que soit x positif, hein. C'est quel que soit x différent de 0. Sauf que en 0, on avait dit que ça l'était aussi. Donc en fait, somme des x puissance n sur factoriel n converge toujours vers exponentielle x. Remarque que la série somme des Zn sur factoriel n est convergente quel que soit z appartenant à C. J'appelle S sa somme, la restriction de S à R est l'exponentielle, évidemment. Donc on pose exponentielle de z égale somme de 0 à plus l'infini de z puissance n sur factoriel n. Elle est continue, c'est infini sur C. Alors, ce qu'on va expliquer, c'est pourquoi elle est bien définie, parce que si je prends R positif, eh bien, somme de R puissance n sur factoriel n, je viens de le voir, est convergente. Donc ça veut dire que le rayon de convergence est supérieur ou égal à R, et que pour module de z inférieur à R, ça converge. Donc, comme ça converge sur toutes les boules ouvertes de centre 0 et de rayon R, eh bien, je peux, quel que soit R positif, je peux affirmer que ça converge sur C. La continuité et le fait qu'elle soit C infini, ça provient des propriétés des séries entières sur leur disque de convergence. La limite, cette limite-là, c'est exponentielle x. En effet, je reprends ça, qui est valable quel que soit x supérieur à moins 1. Si x appartient à R, x puissance x sur n tend vers 0, donc est supérieur à moins 1 à partir d'un certain rang. Et donc, je vais avoir cette inégalité-là pour n supérieur ou égal à n. Je divise par n et ça me fait ça, et ça c'est égal à ça. D'accord? C'est pas que je divise par n, c'est que je multiplie par n.
Donc, maintenant je regarde quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers x, et donc, c'est le théorème des gendarmes, et donc ça tend vers x. Et comme l'exponentielle est continue, l'exponentielle de ça va tendre vers l'exponentielle de x. Donc, l'exponentielle de ça, c'est quoi? Eh bien, c'est 1 plus x sur n à la puissance n. Donc, 1 plus x sur n à la puissance n tend vers l'exponentielle de x. Alors ça pourrait permettre, ça permet de définir exponentielle x par ça. Exponentielle x égale limite de ça. Puis à ce moment-là, on étudie exponentielle x et on définit après le logarithme comme étant la fonction réciproque. C'est ce qu'on va faire dans le chapitre suivant. Somme des x puissance n sur factoriel n est égale à exponentielle x. On l'a vu, quel que soit x, pour x égale 1, ça nous fait ça. Mais ça, comme 1 est un rationnel, ça fait e, ça fait le nombre e. Donc e est égal à ça. Alors, le début de cette série, ça donne 1 sur factoriel 0, plus 1 sur factoriel 1, plus 1 sur factoriel 2, plus 1 sur factoriel 3. Donc je vois que ça fait ça. Bon, c'est évidemment supérieur à 2. On va montrer que c'est inférieur à 3. Pour n supérieur ou égal à 3, montrons d'abord que 1 sur factoriel n est inférieur à 1 sur 2 puissance n moins 1. Vrai donc pour n égale 3. Supposons que ça soit vrai. Alors en divisant par n plus 1, je vais obtenir ça. Et ça, j'affirme que c'est inférieur à 1 sur 2 puissance n. Parce que je fais passer tout de l'autre côté. Et ça, dire ça, c'est équivalent à dire que 2 est inférieur à n plus 1, ce qui est vrai, puisque n est supérieur ou égal à 3. Donc c'est héréditaire, et donc on a, d'après le théorème de récurrence, on a bien toujours ça, quel que soit n supérieur ou égal à 3. Du coup, là, le reste, les trois premiers termes, c'est ça, et puis le reste, c'est la somme de 3 plus l'infini de 1 sur factoriel n. Eh bien, ça va être inférieur à cette somme-là, et cette somme-là, c'est la somme finalement de 2 à plus l'infini des 1 sur 2 puissance n, donc ça fait, ça commence par 1 sur 2 au carré, facteur de 1 plus 1 demi, etc. Et ce truc-là, on sait que ça fait 1 sur 1 moins 1 demi, c'est-à-dire 2. Et donc, ça va être égal à 2 sur 2 puissance 2 égale 1 demi. Donc je vois que E est égal à ça, plus un truc qui est inférieur à 1,5. Donc E va être inférieur à 1 plus 1, 2, plus 1 demi, plus 1 demi, ce qui fait 3. Et donc ça me donne bien que E est entre 2 et 3. Bon, évidemment, c'est pas terrible comme approximation. On va approximer E en utilisant la formule de Taylor avec reste intégral qui nous donne f de b égale f de a plus somme de 1 à n de f km de a sur factoriel k b moins a puissance k plus et l'intégrale. Alors Rn, le reste, c'est somme de a à b de b moins t à la puissance n sur factoriel n f n plus unième de t dt. Donc ici a égale 0, b égale 1, donc ça me fait ça avec Rn qui est égal à ça. Bon, et t est entre 0 et 1, donc l'exponentielle t inférieure à l'exponentielle 1 qui est inférieure à 3. Et donc, ça me fait que Rn est inférieur ou égal à la somme de 0 à 1 de 3 sur factoriel n, 1 moins t à la puissance n dt. 1 moins t à la puissance n qui s'intègre par du moins 1 moins t à la puissance n plus 1. Et donc ça me fait ça, entre 0 et 1, en 1 ça s'annule, et puis en 0 ça vaut 1 sur factoriel n plus 1, donc c'est égal à ça. Et bien pour avoir ça inférieur par exemple à 10 moins 3, mais j'aurais pu prendre autre chose, il suffit de prendre Rn inférieur à 10 moins 3, et pour avoir Rn inférieur à 10 moins 3, il suffit d'avoir 3 sur n plus 1 factoriel inférieur à 10 moins 3, donc je le fais à la main, n égale 6 convient. Parce que 3 sur factoriel 7, c'est 1 sur 1680. Donc ça me fait à ce moment-là, je vais jusqu'à 6, jusqu'à factoriel 6, et je trouve à peu près 2,718. Et effectivement, les trois premiers chiffres sont bons. Je parle un petit peu de A puissance n avec A un réel positif, n un réel quelconque.
On a défini A puissance Q pour Q appartenant à Q, et on a vu que ln de A puissance Q, c'est Q ln de A. Et donc A puissance Q est égal à exponentielle, je reprends l'exponentielle de Q ln de A. Bien, si X appartient à R, il existe une suite Qn de Q, on a déjà fait ça avec tel que Qn tend vers X, et donc exponentielle de Qn ln de A, puisque l'exponentielle est continue, tend vers exponentielle de X ln de A, d'accord, égale E exponentielle. Donc on va poser A puissance X, puisqu'on a envie que ça fasse exponentielle de X, on va poser A puissance X égale exponentielle de X ln de A, c'est-à-dire est égal à ça pour A qui est positif et X qui est quelconque. Donc ln de A puissance X est égal évidemment à X ln de A. Alors on montre facilement qu'on a les règles habituelles des fonctions puissances quand l'exposant est un entier naturel ou un entier naturel négatif ou un entier relatif, je veux dire, ou une fraction, enfin rationnelle. On a tout ça. Et donc on a y compris celle-là dont j'avais parlé tout à l'heure qu'on ne pouvait pas avoir. Et puis on a même aussi celle-là, si A et B sont positifs, je le montre rapidement. Donc ça, je vous laisse vérifier, c'est évident. Ça, c'est égal à ça, c'est évident. A, x moins y, c'est encore plus évident. A puissance 0, ça fait 1. A puissance x, c'est exponentielle x ln de A positif. Donc, je peux le mettre à la puissance y. Et ça va me faire exponentielle de y ln de A puissance x qui fait x ln de A. Donc, ça me fait ça, et donc ça fait ça. Et puis celui-là, c'est ln. Alors, ln de A fois b, c'est ln de A plus ln de b. Donc ça fait bien ça. Alors bon, je n'insiste pas davantage, il y a un chapitre qui parle des fonctions puissance de A à Z, y compris ça, y compris Z donc. Et puis je vous invite à voir ce chapitre, notamment pour voir l'étude des fonctions qui, à x appartenant à R, associent A puissance x pour A positif, et x positif donne x puissance alpha, où alpha appartient à R. Quelques compléments, les fonctions f de R vers R, qui sont continues en un point et qui vérifient cette équation fonctionnelle f de A plus B est égal à f de A plus f de B, donc comme l'exponentielle, sont les fonctions, la fonction nulle, x donne 0, et les fonctions de la forme x donne exponentielle lambda x. Démonstration, f de 0 égale f de 0 plus 0 égale f de 0 fois f de 0. Donc f de 0 facteur de 1 moins f de 0 est égal à 0, ce qui nous donne f de 0 égale 0 ou 1. Si f de 0 égale 0, alors f de x égale f de x plus 0 égale f de x fois f de 0, et lui il vaut 0, donc ça fait 0 quel que soit x, donc f est la fonction nulle. Sinon, f de 0 est égal à 1. Supposons qu'il existe un x0 tel que f de x0 égale 0. F de x égale f de x0 plus x moins x0 ferait f de x0 f de x moins 0, donc ça ferait 0. Ce qui est faux par exemple pour x égale 0, puisqu'on a dit que f de 0 faisait 1. Donc f de x est différent de 0 quel que soit x appartenant à R. D'autre part, f de x égale f de x sur 2 plus x sur 2. Donc ça nous fait f de x sur 2 au carré qui est supérieur ou égal à 0. Et comme il n'est pas nul, f de x est supérieur à 0 quel que soit x appartenant à R. Du coup, on va pouvoir considérer la fonction ln rond f. Et comme on a ça, on voit que ln rond f en a plus b est égal à ln de f de A, donc ça c'est un A, enfin ln de f de A, f de B, qui sont tous les deux positifs, donc ça fait ln de f de A plus ln de f de B, d'accord? Et ça je vais l'appeler G, cette fonction, juste après. Supposons que f soit continue en x0 et montrons, donc elle est continue en un point, et montrons que f est continue en 0 puis continue en R. On exprime que f est continu en x0, et là, j'ai pris soin d'écrire f de x0. Je peux parce qu'il est positif. Donc, ça me fait f de x0, f de h moins f de x0 en valeur absolue, inférieur à epsilon f de x0. Je factorise f de x0. Je peux le sortir
de la valeur absolue, de toute façon, il est positif. Donc j'obtiens ça. Je divise par f de x0 qui est positif et j'obtiens ça. Et ça, ça me dit que f est continu en 0. Et maintenant, je prends x appartenant à R étoile, je ne sais même pas si c'est AR. Et je prends epsilon positif, f est continu en 0, donc il existe nu tel que valeur absolue de h inférieure à nu implique f de h moins f de 0 inférieur à epsilon sur f de x. Je peux parce que f de x est positif. Et du coup, f de x, valeur absolue de f de x plus h moins f de x va être égale, je fais pareil, hein, c'est pareil que là, c'est f de x, f de h moins f de x, je sors le f de x qui est positif, et il reste f de h moins 1. D'accord? Et ça va être inférieur, f de h moins 1, c'est f de h moins f de 0. Mais ça, c'est inférieur à epsilon sur f de h, f de x. Multiplié par f de x, c'est inférieur à epsilon. Et donc f est continu en x, quel que soit x appartenant à R. Donc f est continu. F de x positif quel que soit x, donc je définis ça, et grâce à ça, j'obtiens que g de a plus b est égal à g de a plus g de b quel que soit ab appartenant à R. On va montrer que g est alors linéaire. G de 0 est égal à ln de f de 0, ça fait ln de 1, ça fait 0. Quel que soit x appartenant à R, montrons que g de nx est égal à ng de x, quel que soit n appartenant à n. Ben pour 0, ça marche, hein, parce que ça fait g de 0, et ça fait 0, ça. G de 0, ça fait 0, d'accord? Et ça fait donc 0 g de x. C'est vrai donc pour n égale 0. Supposons que ça soit vrai à l'ordre n. Hein, c'est une récurrence que je fais là. C'est une récurrence sur n. Récurrence sur n. Donc je suppose ça. Ça fait g de n plus 1x, et ben c'est g de nx plus x. Donc c'est g de nx plus g de x, mais j'ai supposé que g de nx c'est ng de x. Plus g de x, ça fait n plus 1 g de x. Donc la propriété est héréditaire, elle est vraie à l'ordre 0. D'après le théorème de récurrence, on a donc toujours ça, quel que soit n appartenant à n. Pour x égale 1, ça me donne que g de n est égal à n g de 1. Quel que soit n appartenant à n. Maintenant, si je prends n appartenant à n, g de moins n plus n, c'est g de 0 qui fait 0, donc g de moins n, mais en même temps c'est g de moins n plus g de n, qui vaut donc 0. Donc g de moins n est égal à moins g de n, c'est-à-dire moins n g de 1. À chaque fois que j'ai un entier naturel, g de moins n est égal à ça. Et à chaque fois que j'ai un entier naturel, g de n est égal à n g de 1. Donc je vois que g de n est égal à n g de 1, quel que soit un entier n, soit positif ou négatif. Donc quel que soit n appartenant à z. Prenons maintenant alpha égale p sur q appartenant à q. Donc p appartenant à z et q appartenant à n étoile. Q, g de alpha, va être égal à g de q alpha. G de q alpha, bah q alpha c'est p. Donc c'est p, et g de p c'est p de g de 1. Donc en divisant par q qui est non nul, j'obtiens que g de alpha égale p sur q g de 1, c'est-à-dire alpha g de 1. Donc j'ai encore g de alpha égale alpha g de 1, quel que soit alpha appartenant à q. Bon, alors maintenant je prends x appartenant à R. Vous voyez, j'ai commencé avec n, puis avec z, puis avec q, et maintenant j'arrive à R. R c'est q est dans R. Donc q bar est égal à R. Donc j'ai une suite de q de rationnel qui tend vers x. Et g est continu, donc g de xn tend vers g de x. Mais g de xn c'est xn g de 1 qui tend vers g de x. Donc g de x égale limite de xn g de 1. Et comme la suite xn tend vers x, ça fait x g de 1. D'accord? Donc je pose lambda égale g de 1 et j'obtiens quoi? J'obtiens que g de x est égal à lambda x quel que soit x. Donc ln de f de x égale lambda x quel que soit x. Donc f de x est égal à exponentielle de lambda x quel que soit x appartenant à... Fin de la démonstration, on a donc obtenu que les fonctions qui vérifient ça sont la fonction nulle et les fonctions comme ça. Réciproquement, la fonction nulle vérifie bien 0 égale 0 fois 0, c'est-à-dire ça. Et les fonctions comme ça aussi, parce que l'exponentielle de lambda a plus b, c'est l'exponentielle de lambda a plus lambda b, donc c'est l'exponentielle lambda a
exponentielle lambda b, donc c'est bon. On peut dire que les fonctions qui sont continues au moins en un point, les fonctions de R vers R et qui vérifient cette équation fonctionnelle, elles sont de deux sortes. Il y a la fonction nulle et les fonctions de la forme x donne exponentielle lambda x. On termine par une équation différentielle, plus simple qui soit, y' égale y. Elle a pour solution les fonctions de cette forme, et l'unique solution au problème de Cauchy f de 0 égale 1 est la fonction exponentielle. Démonstration, soit z qui a x appartenant à R, on suppose que y est une solution, donne y de x exponentielle moins x. Comme y est dérivable z aussi, z' de x est égal à y' x exponentielle, je dérive ça, exponentielle moins x, moins yx exponentielle de moins x. Donc ça me fait y' de x facteur de... Non, ça fait y' de x moins yx facteur d'exponentielle moins x. Voilà, quel que soit x appartenant à R. Donc z est une fonction constante. Puisque z' de x est égal à 0, quel que soit x appartenant à R. Z est une fonction constante, donc j'ai y de x exponentielle moins x qui est égal à lambda, quel que soit x appartenant à R, donc yx égale lambda exponentielle x, quel que soit x appartenant à R. Réciproquement, si y est de la forme lambda exponentielle, il est évident qu'elle est dérivable et que sa dérivée est égale à lambda exponentielle, parce que la dérivée d'exponentielle c'est elle-même. Et donc y' égale y. Donc les solutions de y' égale y sont les fonctions y égale lambda exponentielle x où lambda appartient à R. Maintenant, si on impose condition de Cauchy y0 égale 1, alors ça équivaut à dire que lambda exponentielle 0 égale 1 équivaut à lambda égale 1. On voit que là, il n'y a plus qu'une seule solution qui est y égale exponentielle. Nous savons qu'exponentielle x est égal à la somme de 0 à plus l'infini de x puissance n sur factoriel n, quel que soit x appartenant à R. La série entière somme des zn sur factoriel n, cette fois-ci z appartient à c, est convergente. Deux sommes que j'appelle S, donc la fonction qui est z associe cette limite. Comme la restriction de S à R est l'exponentielle, au lieu d'écrire S, on va écrire xp, on va écrire exponentielle. Et donc exponentielle z égale somme de 0 à plus l'infini de z puissance n sur factoriel n, quel que soit z appartenant à c. On a évidemment exponentielle de 0 qui est égale à 1, exponentielle qui est de classe c infini parce que c'est une série entière, et la dérivée d'exponentielle qui est égale à exponentielle quel que soit. Démonstration, eh bien la convergence en étudiant en valeur absolue de n plus 1 sur 1n, mais là c'est des termes positifs, donc ça fait ça, qui tend vers 0, donc le rayon de convergence est plus l'infini, c'est-à-dire l'envers qui dit. Donc on converge bien sur c, on sait qu'alors l'exponentielle est c infini, et que sa dérivée s'obtient en dérivant terme à terme, et donc en dérivant terme à terme, on retombe sur l'exponentielle. Voilà, tout est dit. Quel que soit z, z' appartenant à c, l'exponentielle de z plus z' est égale à exponentielle z exponentielle z', exponentielle z est différent de 0, exponentielle moins z égale 1 sur exponentielle z, exponentielle z' moins z égale exponentielle z' sur exponentielle z, et quel que soit n appartenant à z, exponentielle de z à la puissance n est égale à exponentielle nz. Démonstration, exponentielle z, il est de la forme somme des an, avec an égale z puissance n sur factoriel n. Là, je prends z différent de 0. On va voir ça après. Je prends même pas z différent de 0 d'ailleurs. Non, je prends z quelconque. Exponentielle z', c'est somme des bn, avec bn égale z' puissance n sur factoriel n. Les séries sont absolument convergentes, donc la série produit somme des cn. Oui, parce que là, on a des séries entières, c'est pour ça que c'est absolument convergent. Donc la série produit somme des Cn, où Cn est égal à somme des k égale à 0 à n des ak bn moins k, est absolument convergente, que la somme des Cn est égale à la somme des an
multiplié par somme des Bn. Alors, évidemment, il faut connaître tous ces chapitres sur les séries. Cn est égal à somme de k égale 0 à n de ça, qui peut s'écrire en mettant un factoriel n en haut pour faire apparaître un k parmi n, 1 sur factoriel n, somme de k égale à 0 à n de ça, c'est-à-dire 1 sur factoriel n, et là je reconnais le binôme de Newton, z plus z' à la puissance n. Donc j'ai ça qui est égal à ça. Et donc, exponentielle z exponentielle z' égale exponentielle z plus z', quel que soit z, z' appartenant à c. Si z' est égal à moins z, ben ça me fait exponentielle de z plus z', ça devient exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, égale exponentielle z fois exponentielle moins z. Donc ça prouve qu'exponentielle z est différente de 0, puisque le résultat de la multiplication c'est 1, et qu'exponentielle moins z est égal à 1 sur exponentielle z. Exponentielle z' moins z est égal à x', exponentielle z' multiplié par exponentielle moins z, égale donc ça. Bon, ça, c'est des choses qu'on avait fait avec l'exponentielle réelle, hein. On peut faire avec l'exponentielle réelle. On l'avait fait autrement, mais bon. Par récurrence sur n appartenant à n, exponentielle z. Alors, il faut qu'on montre qu'exponentielle z à la puissance n est égale à exponentielle de nz. Je ne sais pas trop où je l'ai mis, mais voilà. Bon, c'est vrai pour n égale 0, hein, parce que l'exponentielle z à la puissance 0, ça fait 1, et c'est exponentielle 0z, puisque l'exponentielle 0 est égale à 1. On suppose qu'on a ça. Alors, exponentielle de n plus 1z, ça on l'a déjà refait avec la variable réelle. Hein. C'est exponentielle nz plus z, donc exponentielle nz exponentielle z. Et comme exponentielle nz est égale à ça, ça fait exponentielle z à la puissance n plus 1. Donc la propriété est héréditaire, d'après le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. Bon, quel que soit n appartenant à n pour le moment, mais si n appartient à n, exponentielle de moins nz est égale à 1 sur exponentielle nz. Donc est égal à 1 sur exponentielle z à la puissance n, ce qui est égal à exponentielle z à la puissance moins n. D'accord? Donc ça reste vrai, quel que soit n appartenant à z. Oui, c'est ce que j'ai mis. Donc, ça prouve qu'on a bien ça, puisqu'on a ça quand n est un entier naturel, et on vient de voir que si je remplace n par moins n, ça reste vrai. Voilà. Par contre, ce n'est pas envisageable, et on comprend bien pourquoi, si n appartient à q, parce qu'il faudrait envisager exponentielle z, disons un complexe à la puissance 1 sur n. D'accord? Et ça, bon, ça pourrait faire l'objet d'un exercice évident, mais ce complexe, il faudrait qu'il soit solution d'une équation du nème degré qui a plusieurs solutions, donc ça va poser problème. Donc voilà, on abandonne cette piste. Nous savons que la limite de 1 plus x sur n à la puissance n est égale à exponentielle x, quel que soit x appartenant à r. On va montrer que la limite de 1 plus z sur n à la puissance n est égal à exponentielle z, quel que soit z appartenant à c. On dit on étend cette formule à c. Première étape, on va démontrer que si an est une suite de complexes vérifiant limite de n facteur de an moins 1 égale 0, alors an puissance n est égal à 1. Et la deuxième étape, on prendra cette suite-là, on verra que n facteur de an moins n, moins n facteur de an moins 1, pardon, tend vers 0, et on en déduira que an à la puissance n tend vers 1. Et an à la puissance n, c'est quoi? C'est 1 plus z sur n à la puissance n, et exponentielle moins z sur n à la puissance n, ça fait exponentielle moins z. D'accord? Donc ça nous donnera que ça tend vers 1, et en multipliant par exponentielle de z, on aura le 1 plus z sur n à la puissance n qui tend vers exponentielle de z. Donc, soit donc ce truc-là, il faut démontrer ça. On pose Bn égale à n moins 1, donc nBn tend vers 0, et n puissance n est égal à 1 plus Bn à la puissance n, et on applique le binôme de Newton, on va prendre n supérieur à 2. Et donc, an moins 1 en module, ça va être le module de ce truc-là. Donc, ça va être inférieur à ça. Je vous laisse vérifier ça. Là, je sors. J'écris ça, vous allez voir tout de suite pourquoi. Il y a une simplification, bien sûr, avec n puissance k ici et n puissance k ici pour obtenir la même chose que là.
Bon, on remarque que ce k parmi n qui est égal à ça va être inférieur ou égal, tous ces termes sont inférieurs ou égaux à n, et il y en a k, donc c'est inférieur ou égal à nk sur factoriel k, d'accord? Et donc, ça veut dire que ce truc-là, c'est inférieur à nk sur factoriel k. Le nk se simplifie, et il me reste nbn à la puissance k sur k factoriel. Voilà. Alors maintenant, nbn tend vers 0. Donc à partir d'un certain rang, nbn en module est inférieur à 1. On prend n supérieur à 2, bien sûr. Le k factoriel, il est égal à ça. Tous les termes, il y en a k-1, sont supérieurs ou égaux à 2. Donc ça fait ça. Donc ça fait ça. Et donc ici, j'ai cette majoration. Ça, je vais poser que q égale nbn sur 2. Donc là, c'est le double. C'est 2q. Ça, c'est 2q. Ça, c'est q à la puissance k-1. Donc j'obtiens ça. Bon, cette somme-là, je décale d'un rang le k, donc c'est égal à ça, je mets q en facteur, c'est égal à ça, et je sais que ça fait ça. Bon, bah, c'est inférieur ou égal évidemment à q sur 1 moins q, parce que ici c'est positif, vu que le q est inférieur à 1. Donc j'ai module de an à la puissance n moins 1, qui est inférieur ou égal à 2q, facteur de 1, plus ce que je viens de trouver, q sur 1 moins q. Autrement dit, à ça. Qui fait n module de nbn, qui est plié par 1 sur 1 moins module de nbn sur 2. Le nbn, il tend vers 0. Donc ça fait 0 sur 1, fois 1 sur 1 moins 0, et donc ça tend vers 0. Donc ça tend bien vers 0, et donc an à la puissance n tend vers 1. Maintenant, l'exponentielle z, étape 2, est égale à ça. Donc je peux l'écrire 1 plus z2 sur 2 plus négligeable devant z2, c'est-à-dire z2 epsilon de z, ça je sais, c'est du cours sur les séries entières. Continue en 0 et vérifie epsilon de 0 égale 0, donc limite de epsilon de z quand z tend vers 0 est égale à 0. On fixe z et on pose ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, je remplace ça par ça. D'accord? Donc ça me fait ça. Et là, je développe 1 fois ça, plus z sur n fois ça, je vous laisse vérifier, ça fait exactement ça. Et pour les epsilon de moins z sur n, son facteur de moins z2 sur n2 plus, plutôt moins z3 sur n3, donc je mets moins en facteur. Voilà. Et donc là, il y a une simplification, il y a la même 2, parce que ça fait moins z2 sur 2n. J'envoie le n de l'autre côté et je divise par n. Donc ça fera moins z2 sur 2n, oui, parce que c'était 2n2, plus z3 sur 2n2, et puis ici, ça sera du moins epsilon de z sur n, et là je multiplie par n, z2 sur n plus z3 sur n2. Limite de moins z sur n, quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite de z quand z tend vers 0, hein, donc ça fait 0. Et donc, ça tend vers 0, ça évidemment ça tend vers 0, ça aussi, parce que z est fixé, ça aussi, ça aussi. Donc, on a bien ça. Donc, on a bien ça d'après la partie 1. Donc, on a ce truc-là qui tend vers 1. Et donc, en multipliant par exponentielle de z, j'obtiens, parce que exponentielle de moins z, ça vient du fait que exponentielle de moins z sur n, quand je mets à la puissance n, c'est exponentielle de moins z sur n fois n, c'est-à-dire exponentielle de moins n. Donc en multipliant par exponentielle z, j'obtiens bien que la limite de 1 plus z sur n à la puissance n quand n tend vers plus l'infini est égale à exponentielle de z. Et donc on a généralisé la formule qu'on avait vue avec la variable réelle.